Bienvenue à nouveau. J'invite nos experts à allumer leur caméra et leur micro. Nous allons commencer la session de questions-réponses. Je vois arriver des questions. Nous allons y répondre dans un moment. Je continue à encourager nos participants, notre public, à envoyer ces questions s'ils en ont et à profiter de cette occasion. Avant de passer aux questions des participants, j'aimerais poser une question qui est formulée par l'équipe de C2G. Pam et Doug, vous avez tous deux mentionné les impacts environnementaux potentiels de ces approches ou technologies. Ma question est la suivante. Les dommages causés à l'environnement de l'Arctique par l'une de ces techniques seraient-ils plus néfastes que les effets du changement climatique que ces technologies pourraient éviter? Pendant que vous réfléchissez à vos réponses, j'aimerais dire quelques mots sur la terminologie. Chez C2G, nous utilisons les termes qui sont utilisés dans le dernier rapport du GIEC, tels que l'élimination du dioxyde de carbone et la modification du rayonnement solaire, qui sont souvent considérés comme un terme générique pour désigner la géo-ingénierie. Au cours de la session de questions et réponses, j'encourage donc nos participants et intervenants à être précis sur les groupes d'approche ou une approche spécifique à laquelle ils ou elles font référence lorsque l'on élabore donc vos questions ou vos réponses. Je pense que cela va être très utile pour la discussion. Donc, quelqu'un veut-il maintenant répondre à la question? Je peux répondre pour ce qui est des impacts, car je pense que je me suis davantage étendue sur le sujet, et ensuite Doug pourra répondre. Donc, dans un sens, c'est une question un peu fausse, parce qu'elle suppose que nous n'avons pas de réduction des émissions à notre disposition. Donc, mon argument serait plutôt de dire que les impacts négatifs des réductions des émissions, hormis l'élimination du CO2, qui est très bon marché, donc, mais les impacts négatifs sont moindres avec la réduction des émissions en empêchant d'émettre du CO2, donc en premier lieu. Et à l'heure actuelle, c'est moins cher. Et le grand problème que l'on ne peut pas oublier, c'est l'acidification des océans. Et j'ai omis de préciser que les eaux froides absorbent plus facilement le CO2. Et puis, il y a d'autres dynamiques qui se produisent dans l'Arctique et dans les océans du Sud et qui ne se produisent pas ailleurs. C'est pourquoi on a cet impact. Donc, si l'on réfléchit à la lumière solaire, mais que le CO2 reste à 600 ppm, on peut encore se retrouver avec des océans très perturbés, peut-être même morts, car cela fait très longtemps, de l'ordre de millions d'années, de 10 millions d'années, que l'on n'a pas eu un pH aussi élevé des océans. Et c'est pourquoi c'est aussi dangereux. Ce qui m'inquiète, c'est que les océans, et en particulier les océans polaires, sont en quelque sorte invisibles. Et donc les gens peuvent remarquer que les températures baissent et ne pas se rendre compte ce qui motive l'action de la plupart des gens, de ce qui arrive à la planète, parce que là se passe hors de leur vue et donc qu'ils n'ont pas ceci à l'esprit. Merci Pam. Merci Pam. J'aimerais ajouter quelques éléments. Je pense que l'une des plus grandes questions se pose en termes de contextualisation, c'est-à-dire est-ce que ces approches remplacent la réduction des émissions ou est-ce qu'elles la complètent? Et si la question est maintenir exactement les mêmes émissions de CO2, si le déploiement de ces technologies ne change pas les émissions de CO2, alors la question des impacts relatifs est très différente que s'il s'agit de savoir si nous pourrions atteindre un objectif de température donné en réduisant les émissions ou en modifiant le rayonnement solaire. Dans ce cas-là, la réponse est facile, du moins pour ce qui est des impacts physiques sur le climat. Mais si l'on compare ce qui seraient les impacts physiques sur le climat pour un niveau donné d'émissions de CO2, avec le fait de permettre au climat de se réchauffer et ensuite de le refroidir grâce à la modification du rayonnement solaire, alors
Dans ce cas-là, à mon avis, l'impact sera dans l'ensemble beaucoup plus faible si l'on déploie ces technologies en supposant que les émissions ne changent pas. Mais personne, bien sûr, ne devrait décider de ceci en se basant sur mon hypothèse. En réalité, nous n'avons pas vraiment fait les recherches dans l'Arctique en particulier pour comprendre les conséquences détaillées. La troisième observation que je voudrais faire, c'est en rebondissant sur quelque chose qu'a dit Pam. Et donc, je ne partage pas la conviction selon laquelle c'est une trajectoire si simple pour ne pas avoir d'impact important dans l'Arctique en raison des changements climatiques. Et même si nous réduisions à zéro nos émissions de carbone aujourd'hui, il resterait une incertitude quant aux réactions du système climatique, à la fois sur l'ampleur du réchauffement de la planète et sur les impacts qui en découlent. Donc il est essentiel de réfléchir à ces technologies, de faire des recherches et de s'assurer que nous disposons d'une certaine capacité de gouvernance. Est-ce que je peux poser une question à Doug? Oui. Donc le CO2 et ses impacts sur le système climatique ont été étudiés pendant longtemps. Donc pensez-vous que cela est plus incertain, encore plus incertain que la réponse du système climatique à ces technologies ou du même ordre, ou la recherche est-elle nécessaire parce que notre connaissance des impacts de ces technologies est plus faible que notre connaissance de la réponse du climat au CO2? Il ne fait aucun doute que notre connaissance de l'impact spécifique de ces choses est plus réduite que notre connaissance des impacts du CO2. Ça, personne ne le remet en question. Mais il n'y a pratiquement pas eu de recherche pour ce grand projet par rapport à ce qui a été fait pour le changement climatique en général. Donc vous demandez plus de recherche. C'est bien. Oui. Mais il est prématuré aujourd'hui de tirer des conclusions sur ce qu'il faut faire, car en fin de compte, il s'agit d'un compromis sur les risques. Merci à vous deux. Ilona, voulez-vous réagir? Non. Bon. Donc merci. Je voudrais passer à une question intéressante de gouvernance qui est liée à la sécurité et que nous envoie Beth. Donc, de nombreuses nations ont un intérêt de sécurité nationale dans l'Arctique. Donc, par exemple, si la sécurité de quelques-uns de ces pays est menacée par les changements climatiques, qu'ils ignorent toute directive de gouvernance et prennent des décisions unilatérales, donc quelles orientations les experts et conseils nous donneraient les experts pour faire face à cette situation? Ilona, vous n'êtes pas encore parlé. Voulez-vous commencer? Oui, c'est une question un petit peu difficile et je crois que elle vient abruptement. Donc, une question de sécurité nationale. Euh, je ne sais pas. Vous avez quelque chose à apporter d'abord? Je pense que c'est comme la question d'un million de dollars. Et c'est ce que j'entends dans les cercles de négociation. Il y a un potentiel d'action unilatérale qui effraie un grand nombre de pays. Mais parallèlement à cela, je ne pense pas que ce soit ceux de l'Arctique qui actuellement voient nécessairement cet impact. Mais imaginez un monde futur où l'élévation du niveau de la mer menace une grande puissance, par exemple comme la Chine, qui court un très grand risque d'élévation du niveau de la mer. Donc, c'est pour ça que je suis très consciente, même si le titre de cette conférence concerne l'Arctique, que la menace vient de l'autre pôle en termes d'élévation de plusieurs mètres du niveau de la mer. Mais le potentiel d'action unilatérale est grand, en particulier pour ce qui est de la modification du rayonnement solaire. Je pense que certains documents ont été écrits à ce sujet. Doug, est-il vrai qu'il suffirait que quelques avions volent en continu, ou alors est-ce que c'est une trop grande simplification? Ce n'est peut-être pas quelques avions, mais ce n'est pas non plus un très grand nombre. Et
il y a un élément particulièrement pertinent pour ce sujet, c'est que si l'on essaye de déployer l'injection d'aérosols dans la stratosphère à l'échelle mondiale, on doit développer de nouveaux avions capables de monter assez haut dans la stratosphère et de livrer une charge utile. Et cela représente un obstacle de 5 milliards de dollars sur 5 ans au déploiement. Donc si l'on veut s'axer uniquement sur l'Arctique, il y a des avions qui existent aujourd'hui. Donc en principe, quelqu'un pourrait commencer à déployer quelque chose dans un an ou deux. Alors si cela ne déclenche pas l'alarme chez ceux qui pensent à la gouvernance, je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux pas dire que quelqu'un pense à le faire, hein, ou qu'il serait nécessairement judicieux de le faire aujourd'hui, mais il n'y a pas véritablement d'obstacle technique à la mise en œuvre de cette idée. Ilona, voulez-vous intervenir? Ah, oui, il est clair qu'il y a un intérêt croissant à l'égard de l'Arctique et qui rassemble un plus grand nombre d'États. Il y a même un intérêt commercial pour cette région. Et il y a donc le grand espoir d'ouvrir des routes de navigation, comme si l'Arctique n'avait plus de glace. Et bien sûr, cela ne pourrait ne pas plaire à tout le monde. Il y a la question du risque pour la sécurité, qui est une autre question. Mais cela pourrait accroître évidemment les tensions géopolitiques, même sans aucune approche de modification du climat, en raison de la fonte. Donc il faudrait prendre une décision consciente pour commencer à déployer des approches de modification du climat, qu'il s'agisse d'un déploiement solitaire et un peu voyou, ou d'un accord mondial sur ce sujet. Donc il s'agit de faire un choix. Et il se peut que certains acteurs, certains pays y trouvent plus d'intérêt que d'autres. J'aimerais rebondir sur quelque chose que dire Doug. Je pense qu'on ne parle pas nécessairement d'acteurs gouvernementaux ou d'acteurs non étatiques. Et par exemple, qu'en serait-il si Jeff Bezos décidait qu'il pense que c'est important? Donc ça pourrait aussi être un risque. Dans ce cas-là, il y aura toujours des options militaires. Mais je ne pense pas que l'acteur qui fasse cavalier seul soit très convaincant, parce que si une grande puissance voulait l'arrêter, il n'est pas difficile pour elle de le faire. Donc, si vous n'avez pas au moins le soutien implicite d'une grande puissance, je ne pense pas qu'il soit crédible d'attendre quoi que ce soit d'important. Ça pourrait peut-être être un problème si, par exemple, l'injection d'aérosols dans la stratosphère était lancée et qu'elle devait se poursuivre pendant un certain temps, et que pour une raison quelconque, elle était brusquement arrêtée, et qu'il y avait alors un choc de température qui serait dévastateur. Oui, si vous vous y fiez, c'est-à-dire que on parle d'un déploiement sur des décennies. Mais si nous ne parlons qu'un déploiement sur une seule dizaine d'années, on ne refroidit certainement pas assez la planète pour que le choc lié à un arrêt brutal soit grave. Merci à tous. Vous avez soulevé un point très intéressant et important sur la géopolitique de la région et qui pourrait rendre l'examen de toute cette approche encore plus complexe et difficile. Je voudrais maintenant passer à des questions d'ordre technique. J'ai une question pour Doug. Quel modèle général a été utilisé pour la modélisation du sulfate? Le refroidissement de l'Arctique ne pourrait-il pas seulement entraîner une augmentation de la chaleur dans le monde entier, compensant le refroidissement local? Ce modèle était le modèle CESM Wakeham, qui est l'un des meilleurs modèles. Donc, il ne fait aucun doute que si l'on refroidit l'Arctique, on augmente le transport de chaleur à partir des basses latitudes. C'est une question de physique. Mais on ne peut pas augmenter le transport de chaleur au point de finir par réchauffer l'Arctique. Cela va réduire le refroidissement de l'Arctique, si on peut en quelque sorte l'isoler, mais on peut toujours axer et concentrer l'effet sur l'Arctique plus que sur le reste du monde. J'ai une autre question pour Pam. Pourquoi dites-vous que la modification du rayonnement solaire présente des aspects négatifs et des incertitudes sérieuses par rapport à un réchauffement de 2 à 3 degrés ou plus?
Oui, je crois que j'ai déjà répondu à cette question avant et c'est un peu une fausse dichotomie car nous avons les outils nécessaires pour que cela ne se produise pas et d'une façon qui est économiquement avantageuse. Et ces technologies donc sont au mieux un corollaire à la réduction des émissions. Donc ce n'est pas une question d'option ou de choix. Ok, j'ai une autre question pour Pam. La paléoclimatologie suggère que la sensibilité du niveau de la mer à la température moyenne mondiale est de l'ordre de 15 à 20 mètres par degré. Qu'est-ce que cela veut dire? Y a-t-il des seuils qui empêcheraient que cela ne se produise de manière relativement régulière plutôt que par à-coups? Oui, je ne voudrais pas m'étendre sur ce sujet, mais la paléoclimatologie donne beaucoup de preuves de l'existence de seuils qui sont ancrés donc dans la paléoclimatologie, laquelle remonte à plusieurs millions d'années. Mais donc, je pourrais approfondir cette question pendant un moment, mais l'élévation du niveau de la mer dans le passé, les déglaciations passées, ont été entraînées par des changements orbitaux vraiment très petits. Et sur la scène du scepticisme climatique, j'en ai beaucoup entendu parler, mais ces changements ont été très lents, très graduels. Et comme je l'ai montré sur une diapositive, le CO2 a varié pendant cette période entre 180 et 280 ppm. Donc c'était beaucoup moins que le forçage que nous mettons dans l'atmosphère actuellement. Et il est vrai que pendant ces périodes, la plupart du temps, l'Arctique ou le Groenland étaient impliqués. Et il y a eu des périodes dans le passé où l'on a vu le niveau de la mer monter de 6 mètres. Probablement que la plupart de cette élévation provenait du Groenland, peut-être un peu aussi de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, où on voit d'autres périodes où il y a eu un peu plus que ceci. Mais quand on donc voit certains comportements et des modèles que les scientifiques ont pu mettre en place au cours des 4 ou 5 dernières années, il y a des dynamiques qui se produisent. Donc, je vais donner deux exemples rapides. Le Groenland a atteint l'état de fonte irréversible. Donc, la calotte glaciaire du Groenland est très grande. Lorsqu'elle commence à descendre, l'altitude est plus basse, ce qui signifie que les températures au-dessus du point de congélation sont de plus en plus élevées sur cette énorme calotte glaciaire, jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau où elle fond plus souvent pendant l'année. Et cette sorte de fonte irréversible, donc le Groenland. Donc, quand on regarde la calotte glaciaire du l'ouest de l'Antarctique, la plupart de ces glaces se trouvent en fait au-dessus de l'océan, dans un bassin. Donc, lorsque de l'eau chaude arrive en dessous et de l'air chaud au-dessus, on peut voir un effondrement très soudain. Et il y a d'autres parties de l'Antarctique orientale qui se produit à peu près la même chose. Donc il y a beaucoup de travaux intéressants sur ceci et qui sont également un peu effrayants et qui prouvent que la fonte de l'Antarctique atteint un point où elle devient irréversible jusqu'à un certain niveau déterminé par la température. Et c'est rapide. Donc, lors d'un réchauffement passé, cela s'est passé avec la totalité de la glaciaire qui recouvrait le Canada, celle des Laurentides, qui s'est effondrée et qui a entraîné une augmentation du niveau de la mer d'environ 15 mètres sur une période peut-être de 350 ans. Donc c'est un seuil bien défini. Et ce n'est pas, comme on peut le voir, ce n'est pas linéaire. Merci Pam, il nous reste 15 minutes. Si quelqu'un veut envoyer une question urgente, c'est le moment. Autrement, je vais passer à des questions de gouvernance préparées par l'équipe de C2G. Vous avez tous mentionné l'élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers terrestres dans l'Arctique, qui a un impact sur de nombreuses villes côtières du monde entier, et en particulier sur les petits États insulaires. Donc, comment ces pays peuvent-ils avoir leur mot à dire sur l'opportunité d'envisager ou pas ces interventions dans l'Arctique?
Ils ne le font pas pour l'instant, sauf si cela est évoqué dans le cadre des négociations de la Convention cadre. Certains petits États insulaires en développement ont d'ailleurs tenté de devenir des observateurs au sein du Conseil de l'Arctique et jusqu'à présent, ces tentatives n'ont pas été approuvées. Cela pourrait être le cas à l'avenir, mais pour le moment, ils n'ont pas vraiment de place à la table des négociations. Mais je crois que certaines présidences du Conseil de l'Arctique ont invité des représentants de ces États à nos réunions du Conseil, donc spécialement à cet effet. Je ne sais pas si Ilona peut nous en dire plus sur ce sujet et nous dire comment cela s'est produit. Donc ça ne se produit pas. Et donc comment cela devrait-il se produire si nous devions inviter des pays non arctiques à la table des négociations et à examiner cette question. Il y a un intérêt croissant pour l'Arctique et ce cas de l'Arctique, de cette ruée vers l'Arctique est intéressante. Mais oui, la Chine, effectivement, s'est intéressée à l'Arctique en, en particulier, par exemple, à la rencontre de Rovaniemi en mai 2019. Le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo, a déclaré qu'il n'y avait pas de pays proche de l'Arctique. Et donc, il a voulu limiter on pourrait dire, le caractère arctique aux 8 pays de l'Arctique. Mais de nombreux pays ont trouvé des moyens de se définir comme arctiques et de justifier leur intérêt pour la région. Et comme nous l'avons déjà dit, la fonte des glaces ouvre également l'accès à la région, alors peut-être pour des questions qui sont liées à la pêche, mais aussi peut-être pour d'autres ressources naturelles qui présentent un intérêt. Donc il n'est pas étonnant de voir ce nombre croissant d'organisations, d'entreprises et de pays qui veulent s'impliquer. Nous pouvons peut-être laisser donc au futur président du Conseil de l'Arctique, à savoir la Russie, le soin d'examiner cette question. J'ai une autre question. En termes pragmatiques, quel type de dispositif pourrait convenir pour la gouvernance de l'AMRS dans l'Arctique? Une approche informelle serait-elle plus appropriée qu'un traité formel ou qu'un ensemble de traités sur la base de l'expérience passée? Et plus approprié, pourquoi? Pour la gouvernance de la modification du rayonnement solaire et la recherche sur la matière. Eh bien, différentes personnes peuvent avoir des points de vue différents sur les facteurs pertinents. L'informel va mettre moins d'obstacles au déploiement. Alors, si vous pensez que c'est une bonne chose, l'informel peut être préférable. Et si vous pensez que c'est une mauvaise chose, l'informel peut être pire. Et les traités sont très difficiles à faire passer à l'heure actuelle. Les pays sont très réticents à conclure des accords contraignants. On a tenté d'en discuter lors de la dernière réunion du Conseil sur la gouvernance du programme des Nations Unies pour l'environnement et cela a été repoussé. Donc, je dirais que comme les impacts sont mondiaux et n'ont pas seulement lieu dans l'Arctique, ce n'est probablement pas un problème uniquement pour les pays de l'Arctique, car les impacts sont principalement en dehors de l'Arctique, si ce que l'on essaye de faire est de ralentir le réchauffement. Donc, nous avons une convention cadre sur les changements climatiques qui permet de discuter de cette question et qui implique tout le monde, y compris les États-Unis. Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris, mais pas de la convention cadre. Oui, je pense que c'est une question importante sur laquelle il faut réfléchir. Nos présentations ont toutes montré à quel point l'Arctique est important en termes de changement climatique et de ses impacts. Et puis de voir comment cibler ces approches ou techniques de changement climatique pour que l'Arctique soit à nouveau
gelé ou maintenu gelé. Aurait bien sûr des résultats positifs et importants au niveau mondial, mais en fait, il y a 4 millions de personnes dans l'Arctique. C'est une petite partie de la population mondiale. Donc, si on voulait mettre l'accent sur le nombre de personnes qui seraient touchées, comme l'un des critères de décision, eh bien, de cette façon, les habitants de l'Arctique n'auraient pas vraiment leur mot à dire. Donc, en écho à certaines études que j'ai citées dans ma présentation, il est également très dangereux pour les habitants et les pays de l'Arctique si nous pensons que cette modification du climat se produira dans l'Arctique sans tenir compte des intérêts de l'Arctique. Et très souvent, les gens voient des belles images sur l'Arctique, ils pensent aux glaciers, à la banquise, aux ours polaires, mais ils oublient de prendre en compte les habitants. Donc l'Arctique est peuplé, certes peu peuplé, mais il est peuplé. Et donc je crois que ce serait une grave question d'éthique si les habitants de l'Arctique étaient totalement écartés de ces prises de décision. Et les habitants de l'Arctique sont également très différents. Et le changement climatique n'est pas considéré comme une menace généralisée à tous les niveaux. Et dans certains milieux, il est considéré comme quelque chose de positif pour la région. Donc il n'y a pas une seule vision de l'atténuation des changements climatiques ou de l'adaptation à ce phénomène dans l'Arctique. Oui, effectivement. Il est également important de voir que ces opportunités commerciales sont bien accueillies par certains pays, régions et populations de l'article. Certains universitaires ont écrit sur le droit des communautés arctiques à avoir un développement régional et économique positif. Mais bien sûr, il y a aussi la question de la fonte du permafrost, qui signifie que certaines colonies s'effondrent dans la mer. Donc c'est aussi négatif. Donc on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que l'Arctique s'exprime d'une seule voix sans qu'il y ait des négociations. Du moins, c'est mon point de vue sur la question. Je voudrais juste ajouter un commentaire. Mike a soulevé un point de vue dans la discussion, à savoir que si l'on refroidit délibérément l'Arctique, les effets ne se limitent pas à l'Arctique, et bon, les bénéfices non plus, bien entendu. Mais cela pourrait aussi déplacer les précipitations tropicales, à moins qu'on ne fasse aussi quelque chose en Antarctique. De sorte qu'on peut difficilement imaginer une stratégie uniquement arctique qui ne sera pas dans l'intérêt de tout le monde au niveau de la planète. Et donc il serait utile qu'une discussion sur la géo-ingénierie arctique ne se limite pas à l'Arctique, pour cette même raison. Je suis d'accord. Effectivement, merci. Vous avez mentionné un élément très important, c'est-à-dire comment équilibrer les différents intérêts des communautés locales et les intérêts des populations mondiales. J'aimerais soulever une question qui concerne la gouvernance de la recherche, qu'Ilona a mentionné dans sa présentation. Donc, pouvons-nous apprendre quelque chose de la structure de gouvernance des cadres en vigueur en Arctique et ailleurs? Pam, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, est-ce que la recherche sur la modification du rayonnement solaire et l'élimination du CO2 peuvent faire l'objet de gouvernance dans l'Arctique? Je vais faire un commentaire, et pas seulement sur la gouvernance, mais tant qu'on ne parle pas d'expérience en plein air, eh bien, il n'y a rien dans la recherche. Il n'y a potentiellement rien de particulièrement controversé. Et donc, le premier objectif à cet égard serait simplement de veiller à ce que les bonnes questions soient posées. Lorsque l'on commence à parler de recherche en plein air, on se demande comment celle-ci devrait être gouvernée et régie. Donc, par exemple, si vous voulez comprendre la formation de particules d'aérosols dans la stratosphère, dans l'Arctique, et leurs effets sur les nuages polaires ou autres, il faut
mettre en place un processus permettant de s'assurer que l'on peut contribuer à l'approbation ou à la non-adoption d'un type d'expérience. Eh bien, bonne chance, hein, parce que c'est un élément très complexe. On ne comprend toujours pas les nuages polaires. Si l'on songe à des interventions plus ciblées comme la conservation de la calotte glaciaire, eh bien ceci fait l'objet de gouvernances différentes en Arctique et en Antarctique. Par exemple, si l'on veut faire ce genre d'expérience au Groenland, il faut disposer d'un certain nombre, d'un certain type d'autorisation. Donc, le traité de l'Antarctique est donc différent du système qui est en vigueur dans l'Arctique. Merci. Il nous reste 3 minutes. Donc, avant de conclure, j'aimerais que chacun d'entre vous consacre 20 ou 30 secondes à faire une dernière déclaration, c'est-à-dire à ce que nous devrions garder de la séance d'aujourd'hui. Pam, peut-être? Vous pouvez commencer? Oui, j'aimerais que les gens retiennent de cette séance que nous pouvons encore rester à des températures, c'est sûr. Cela va demander une transition très difficile, mais c'est tout à fait possible. Et ne baissons pas les bras avant d'être vaincus. En tant que personne qui vit en Europe, mais qui vient des États-Unis, et parfois lorsque je siège aux États-Unis, j'ai l'impression que la bataille est perdue, alors qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, en particulier dans les pays nordiques. Et il n'y a pas simplement des engagements, mais des mesures concrètes qui mènent à la neutralité carbone d'ici à 2050. Et dans l'Union européenne, on a sur la table donc une réduction de 60% à l'horizon 2030. Donc il y a beaucoup de progrès et il est vraiment important de rester bien concentré sur ce point, en particulier au cours de la prochaine décennie, et de voir ces technologies comme un complément à cet effort. Oui, je ne vais pas être en désaccord avec cet espoir, mais je voudrais juste mettre en garde et dire que nous ne pouvons pas déclarer la victoire prématurément. Et donc, pour cette raison et en raison du potentiel des résultats vraiment graves des changements climatiques, nous devons veiller à faire les recherches nécessaires pour comprendre ces choses et réfléchir à la manière dont les gouvernerions afin d'être préparés. Ilona? Oui, bien sûr, je ne peux qu'être d'accord avec les deux intervenants précédents. Pardon. Euh, oui, donc il faut bien sûr donner la priorité à l'atténuation, mais comme le disait Doug, il est également important d'avoir ces technologies dans notre boîte à outils, juste au cas où nous en aurions besoin. Mais il est également très important qu'il y ait un système de gouvernance pour les approches de modification du climat. Et je crois qu'il y a un intérêt croissant non seulement au sein du monde universitaire, mais aussi en dehors pour observer cette question. Ok, merci encore à tous. Je pense que nous sommes arrivés à la fin du temps imparti. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, en particulier certaines questions techniques, et j'espère que nous pourrons en aborder certaines lors des prochaines sessions. Donc j'espère que cette discussion a été aussi éclairante et utile pour vous qu'elle ne l'a été pour nous. Vous pouvez trouver les ressources sur ce sujet sur notre site web. Il y a par exemple une note politique de 2 pages et un résumé des preuves plus détaillées sera bientôt publié. Donc vous pouvez vous inscrire à nos lettres d'information pour obtenir des informations. Veuillez également remplir l'enquête qui apparaîtra à la fin de l'événement. Ça vous prendra 2 minutes et ça nous permettra d'améliorer de futurs événements. Et enfin, donc un grand merci à nos 3 grands experts, à mes collègues qui sont ici aujourd'hui avec moi et à tout notre public qui a participé à ce webinaire. Donc, je termine cette session. Bye bye. Bye bye. Merci.